Moi, j'imagine assez bien le cinéma redevenir, enfin, ce serait mon souhait, et c'est peut-être un vœu qui peut se réaliser, que les salles redeviennent belles, grandes, et que le cinéma redevienne, si vous voulez, un véritable spectacle, qui soit quelque chose d'exceptionnel et pas quelque chose de banal et pas comme aujourd'hui, si vous voulez, où vous avez des multiplex avec 18 salles, voilà, où vous déambulez dans des couloirs, vous entrez dans des salles anonymes et tout. Oui, il faudrait retrouver dans la salle de cinéma le faste de l'opéra. Mais ça, évidemment, c'est un rêve un peu passéiste. Bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Merci pour vos nombreuses écoutes sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous passez par YouTube, merci de vous abonner, liker et commenter. Pour mes formations, rendez-vous sur mon site vanessatatianab.com. En terminant, un chaleureux merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute! Alors Simon, bonjour et bienvenue officiellement à Cinéritage. Bonjour Vanessa. Donc vous nous parlez, vous êtes en Suisse actuellement, c'est ça? Écoutez, oui, je suis à Genève depuis pas mal de temps parce que comme vous le savez, il était difficile de bouger ces derniers temps et même depuis 18 mois, je n'ai pas pu faire grand-chose, donc je suis resté l'essentiel de mon temps à Genève. Mais là, avec ma compagne, on est reparti en France pour compléter ce livre que je prépare sur les salles de cinéma en France. Voilà. Oui, ça, on va en parler assurément durant notre discussion. D'abord, je vous présente, Simon, vous êtes photographe, chef opérateur, également cinéaste suisse. Pour ma part, donc, j'ai pris vraiment connaissance de votre travail de photographe lorsque j'ai effectué la recherche pour le documentaire que je vais co-réaliser prochainement avec René Beaulieu. Donc, notre documentaire qui fait état des salles de cinéma à travers le monde. Donc, j'ai eu vraiment ce plaisir là, de découvrir votre travail. Et j'ai entre les mains un de vos magnifiques livres, c'est Le Crépuscule des cinémas. Vous avez fait plusieurs fois le tour du monde pour traquer les cinémas à l'abandon. Est-ce que vous voyagez seul habituellement ou vous vous déplacez avec une équipe? Non, pas du tout. Ma compagne, Elisabeth, qui est du reste à côté de moi, qui m'écoute et qui me corrige, est ma fidèle complice puisque je lui ai dédicacé cet ouvrage et elle m'accompagne et non seulement elle m'accompagne, elle-même fait des photographies et elle a l'avantage, si vous voulez, de maîtriser plusieurs langues, ce qui n'est pas véritablement mon cas. C'est vrai qu'à deux, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus intéressant parce que dans les voyages, j'ai fait des voyages en solitaire, mais il y a des moments comme ça, à la fois d'ennui, de découragement, de tristesse et parfois d'émerveillement qu'on aimerait pouvoir partager et qu'on ne peut pas partager, ce n'est avec le garçon du restaurant qui vous sert à manger, mais qui forcément n'a pas forcément les mêmes goûts que vous. Voilà. Je comprends ce côté que c'est plus stimulant aussi d'effectuer ces voyages à deux. En tout cas, tous les deux, vous faites vraiment un travail extraordinaire et très important. Quand vous partez en voyage, est-ce que, en termes d'équipement, est-ce que je suppose que vous partez avec un équipement assez léger? Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis à la fois très travailleur, obstiné et extrêmement paresseux pour certaines choses. Donc, l'idée est de prendre beaucoup de matériel, de porter beaucoup de matériel, même à un pied parfois, mais un peu, oui, c'est comme un adversaire. Donc, je m'en défais. Okay. Je travaille de manière assez légère parce que j'aime beaucoup pouvoir intégrer des personnages parce que les cinémas, bon, quand ils sont à l'abandon, sont les cinémas évidemment qui développent à la fois, bon, comme on dit toujours, de la nostalgie, de la tristesse, voire une forme de désespoir, mais parfois l'intrusion ou la présence d'une personne peut donner une autre coloration au cinéma. Et oui. J'essaye souvent de ne pas être contraint par un équipement trop lourd, de pouvoir me déplacer quand tout à coup j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose d'autre avec le cinéma, à l'insu même de la personne qui sera photographiée. Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup d'avantages justement à partir avec de l'équipement léger. Est-ce que vous effectuez une recherche approfondie, donc avant chaque départ? Ou... Ah oui, c'est un énorme travail. Je passe des jours, des semaines, des mois à essayer de trouver des cinémas. Alors,
Bon, il y a des sites il y a des sites qui donnent beaucoup d'informations, mais parfois je fais référence à des livres anciens où je cherche au hasard, je pioche dans des villes et je me dis il y a toujours une personne nostalgique qui a photographié ou qui parle d'ancien cinéma qui n'existe pas. C'est un très très long travail. C'est un travail de bénédictin et ça prend une Oui. énergie absolument incroyable. Ouais, ouais, ouais. À partir du moment où vous voyagez, ne pouvez pas vous permettre de rater des choses. Hein. C'est quand même, moi, ça m'est déjà arrivé tout à coup d'être dans une ville, de photographier un certain nombre de cinémas, de rentrer 3 mois plus tard, de me rendre compte que le cinéma le plus extraordinaire, celui qu'il aurait fallu photographier par priorité, m'avait totalement échappé. Et évidemment, Ah ça, oui. c'est extrêmement irritant. Voilà. C'est ça. Donc, tout est quand même bien préparé. Est-ce que vous avez malgré tout découvert vraiment au hasard des rencontres, là, des discussions avec les gens, vous avez vraiment découvert des salles qui ne figuraient pas nécessairement dans votre recherche? C'est arrivé? Oui, bien sûr. Il faut savoir que le pays, disons le pays le plus intéressant en matière de cinéma, c'est l'Inde. C'est l'Inde encore pour Oui. quelque temps parce qu'on détruit beaucoup de cinéma en Inde parce qu'il y a un développement économique qui est assez fort. Donc les Indiens sont un peu obsédés par les shopping centers et ont pris la OK. mauvaise habitude de détruire des cinémas art déco magnifiques, de les remplacer par justement des centres commerciaux. Mais en Inde, comme on a relativement peu d'informations, quand on voyage en Inde, les chauffeurs nous sont évidemment extrêmement utiles parce que eux-mêmes procèdent à une forme de recherche, s'informent, vous permettent de découvrir des choses absolument splendides parce que selon les régions dans lesquelles vous êtes en Inde, il y a des cinémas qui sont là depuis 100 ans et qui n'ont pas bougé, qui sont des véritables merveilles. Et il y a des cinémas qui ont été abandonnés, transformés, mais dont il reste encore des éléments et tout. Et vous avez besoin, si vous voulez, de chauffeurs de taxi, des chauffeurs de rickshaw, et eux vous font découvrir plein de choses. C'est vraiment en Inde, si vous voulez, où les surprises abondent. Ailleurs, c'est moindre parce que, comme je vous l'ai dit, vous travaillez à partir de faits très précis, de recherches. Je suis pas allé dans le monde entier. Hein. Il y a des pays dans lesquels j'aurais voulu aller, mais par exemple en Amérique latine, il y a plein de pays dans lesquels je ne suis pas allé, ce que je regrette. Au Venezuela, vous avez des salles absolument extraordinaires, dans un état déplorable, mais qui restent encore avec des éléments, des signes, d'une beauté défunte qui sont là. Mais aller au Venezuela, je suis pas encore décidé à risquer ma vie pour un cinéma. Je comprends. J'aimerais citer, si vous le permettez, la première phrase de votre livre. Vous dites: «Les cinémas sont comme le vent, ils passent». Avec votre livre, je vous dirais qu'on prend tellement conscience qu'un patrimoine du 20e siècle est vraiment en train de mourir. Selon vous, est-ce que vraiment définitivement les plus belles salles sont détruites, elles sont mortes, on ne peut plus revenir en arrière? Il y a eu un gâchis effrayant en matière de salles de cinéma. Il faut comprendre une chose, c'est que les cinémas, quand le cinéma s'est développé, c'est tout de suite installé dans des lieux stratégiques, c'est-à-dire des centres-villes, des endroits convoités. Avec le développement du cinéma, évidemment, les salles étaient là où sont aujourd'hui les grandes chaînes de magasins qui veulent avoir des endroits qui soient centraux, etc. Et tout. Donc, Oui, oui. évidemment, quand le cinéma a perdu, si vous voulez, de son ampleur, de son public, et que les salles ont commencé à fermer, la spéculation immobilière était très très forte, et évidemment des endroits très convoités et très chers. Donc ils ont C'est été ça. détruits sans vergogne. Des très très belles salles ont disparu. En France, il y a eu un gâchis énorme. Alors bon, à Madrid, il y avait des très belles salles sur la Via Grande. Elles ont été détruites ces dernières années parce que la Via Grande, c'est les Champs-Élysées de Madrid et Oui. voilà, il y avait autre chose de plus rentable que les salles de cinéma. Aller au cinéma à l'époque, c'était quand même une sortie tellement, prisée et tout. Mes parents à l'époque, ils ont passé quelques années à Marseille et puis ma mère me racontait ce souvenir qu'ils allaient au moins 2 fois par semaine au cinéma et ils allaient autant voir la salle que le film, quoi. Oui, oui, C'était, oui, 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 vraiment oui. pour ces 2 raisons. Oui, oui. Mais j'aimerais quand même ajouter une chose, parce qu'il y a un phénomène Bien sûr, qui tend à se développer en France. En oui, France, on construit, c'est-à-dire, je pense que la France est à peu près le seul pays au monde où il y a une politique de construction de salles de cinéma. On construit énormément de salles de cinéma et on a
confié pas mal de multiplex. Bon, ce sont des multiplex, hein, évidemment, mais à de Oui. grands architectes. Alors, il y a quand même un certain nombre de salles qui se sont ouvertes en France ces dernières années, qui sont quand même en termes d'architecture des réussites. Hein. Ça, disons, à ma connaissance, c'est unique au monde. Hein. Oui, oui. Mais c'est unique au monde. Restons avec la France, justement, parce que généralement, les gouvernements dans tous les autres pays ne se soucient pas tant que ça d'aider financièrement les salles. Bon, si je prends au Québec, il n'y a pas de soutien aux salles, mais le gouvernement soutient financièrement le reste de la chaîne de production des films, mais pas la diffusion. Donc, en France, c'est vraiment unique, là, cet intérêt et cette valorisation des salles. Moi, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense simplement, c'est que d'abord, il y a des lois qui sont passées en France qui ont obligé, si vous voulez, à donner accès aux handicapés. Donc, du coup, il ne pouvait plus y avoir d'escalier, il ne pouvait plus y avoir, il fallait qu'il y ait des parkings. Enfin bref, il y avait un certain nombre de Oui, contraintes. Ça a obligé, si vous voulez, un certain nombre de villes à revoir leur politique de salles. Donc, du coup, vous aviez des petites villes avec des salles vétustes qui n'étaient pas toujours belles, hein, parfois, qui avaient un certain charme, mais oui. pas toujours, et à les délaisser pour construire des salles. Bon, ils en profitaient, du coup, il y avait une salle unique, il faisait 3 ou 4 salles. Et parfois, Oui. c'était confié à des architectes de talent. Donc, du coup, on a retrouvé en France des salles de cinéma qui, même si c'est l'architecture moderne, très différente évidemment de l'architecture traditionnelle des cinémas, mais aujourd'hui, il y a quand même, oui, des belles salles et tout. Et je pense que le gouvernement intervient évidemment très fortement dans le financement. Revenons à votre façon de travailler, Simon. Quand vous entrez la toute première fois là, dans une salle donc, qui a été abandonnée, ce qui reste de la salle, est-ce que vous savez tout de suite en rentrant dans le lieu quel type de photo vous allez prendre ou vous avez plutôt tendance à vous laisser le temps là, de vous imprégner de l'atmosphère particulière du lieu? Ben, ça dépend parce que parfois on entre à la sauvette et puis on ne sait pas si on va OK. pouvoir rester 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, si on va Ah être oui. pourchassé par on ne sait qui. Parce que parfois, si vous voulez, on entre dans une salle de cinéma un peu par effraction. Hein, Oui. donc il y a toujours un aspect un peu sauvage. Mais disons, bon, quand les choses se font normalement, il y a des habitudes. Voilà, c'est ça. Il y a des habitudes parce que il y a toujours, si vous voulez, disons, un axe qui est un axe prioritaire et tout. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on finit toujours par découvrir des choses. Il y a toujours un détail, une petite chose abandonnée, oubliée, qui vous Oui. surprend. Alors, ça peut être, évidemment, ça peut être une bobine de film, ça peut être un projecteur abîmé, mais parfois, ça peut être plus surprenant. Ça peut être, je sais pas, un distributeur de cacahuètes, Oui. Oui. ou de chewing-gum. Enfin bref, il y a toujours, disons, parfois des petites surprises. Et parfois, ce qui est très excitant, c'est que vous arrivez, parce que vous avez une adresse, vous imaginez, vous dites, bon, bah là, il y a un cinéma, vous regardez, vous voyez rien, ça n'a rien qui vous fasse penser à un cinéma, vous entrez, c'est un magasin, et puis vous dites, il n'y a pas un cinéma, il n'y a pas eu un cinéma, et puis on vous dit, ben oui, il y a un cinéma, et puis derrière le magasin, on ouvre une porte, et puis il y a un couloir, il y a un hall, il y a une salle de cinéma somptueuse qui est oubliée, abandonnée, qui sert de dépôt, mais de l'extérieur, on peut passer toute sa vie devant sans imaginer qu'un jour, il y avait eu un cinéma. Ah oui, c'est incroyable. Donc, je pense que vous avez vécu cette expérience. C'était au Liban, non? Ben Vous avez vraiment. j'ai trouvé ça à Newark, à côté de New York. J'ai trouvé ça à Beyrouth aussi, enfin dans différents endroits. Hein. C'est pas courant, mais c'est pas exceptionnel. Hein. Ouais. Lorsque vous vivez ce moment-là, très honnêtement, qu'est-ce que vous vivez comme émotion à l'intérieur de vous? C'est quand même quelque chose de faire ces découvertes. Ah ouais, c'est un sentiment, c'est un sentiment extraordinaire. Moi, ça, je sais pas, j'imagine que les archéologues qui sont en Égypte et qui découvrent, je sais pas, des sarcophages, des tombeaux, oui, ça, il y a un côté, oui, il y a un côté aussi archéologue, ouais, c'est ça. C'est une forme Oui. d'archéologie. On a l'impression qu'on gratte la terre et qu'on va trouver encore une momie ou je sais pas, un pot assyrien. Ben là, c'est un bout de siège, un bout de pellicule, un bout d'écran. Ouais, c'est vrai que
Oui, c'est assez intense hein, comme émotion. Hein. C'est vrai. Et moi aussi, restons avec les émotions. Moi aussi, j'en ai vécu des grandes en lisant votre livre, surtout parce que vous avez dans votre livre, Le crépuscule des cinémas, deux photos de Mademoiselle Schnegg, qu'on appelait la petite dame du Capitole, à Lausanne. Et c'est parce que j'ai collaboré avec Mademoiselle Schnegg, c'était en 2008. Et je suis allée donc dans son cinéma présenter des films québécois. Et c'est une femme qui a vraiment marqué ma vie, là. Elle est passionnée, et elle faisait tout dans son cinéma, hein, tout. Et je me souviens qu'elle m'avait fait entrer dans son bureau et il y avait beaucoup de photos noir et blanc qui tapissaient son mur. Et des photos des grandes stars de l'époque, de ses rencontres. Et est-ce que vous en avez rencontré beaucoup comme ça Non, non, pas tellement, parce Non. elle est vraiment, elle est associée, elle était associée à la vie de ce cinéma depuis presque toujours. Je Oui. connais pas l'origine, si vous voulez, de sa relation avec ce cinéma, mais bon. Moi, je l'ai toujours vu à l'époque installée à la caisse, servant Oui. des boissons à l'entracte, courant dans tous les sens. Elle était hyper active, elle était absolument Oui. extraordinaire. Et en plus, elle était très drôle. C'est vrai, tout à fait, absolument. En tout cas, moi, j'en garde vraiment un précieux souvenir et quelle belle salle. C'est vraiment une très, très belle salle. Elle est en rénovation. À l'heure actuelle, elle est fermée, elle est en rénovation. D'accord, OK. Pour vous, Simon, si les salles vraiment là disparaissent, là, est-ce que c'est le cinéma qui disparaît? Oui, aujourd'hui, le problème de la diffusion des films d'auteur, c'est un problème d'ordre générationnel parce que on peut considérer qu'il y a plusieurs facteurs qui malheureusement interviennent. C'est que le sentiment que j'ai avec la nouvelle génération, c'est qu'ils sont beaucoup plus sensibles, si vous voulez, aux séries qu'aux films. Consomment des films, mais pas toujours au cinéma. Ils peuvent même les regarder sur des téléphones ou bien sur leur ordinateur. Ils ont beaucoup de mal Oui, à imaginer que le cinéma ne soit pas gratuit, puisqu'eux, ils ont accès de manière absolument gratuite et tout. Mais oui. il y a des pays qui sont plus cinéphiles que d'autres. Il y a des pays qui veulent maintenir, si vous voulez, une forme de cinéphilie. Alors, on va pas toujours parler ou revenir vers la France. En Suisse, oui, il y a des cinémas indépendants qui soutiennent le cinéma d'auteur. La Suisse est un pays qui bénéficie aussi de subventions. Les salles de cinéma bénéficient de subventions, D'accord. peuvent maintenir et développer, disons, une diffusion de films d'auteur. Mais bon, ça reste, comme on dit, ça reste des niches. Hein. C'est pas, le cinéma fonctionne aujourd'hui avec une vingtaine de films par année qui permettent à 5 ou 600 autres films de pouvoir être diffusés. Hein. Quand on regarde les entrées, on voit bien que le public dans le monde entier se cristallise sur un certain nombre de films. On est, si vous voulez, au cinéma, on a depuis notre petite enfance, on est habitué aux séries américaines, on est habitué à la psychologie américaine, on est habitué à voir des films américains, que ce cinéma-là nous est familier et on lui reste, entre guillemets, fidèle presque toute sa vie, parce que je vous apprends rien que le cinéma américain, c'est plus de 85% de l'exploitation mondiale en termes de cinéma, quoi. Parlons de la pandémie. Est-ce que selon vous, la pandémie va affecter vraiment beaucoup de salles de cinéma? Bah, écoutez, on a pu le penser, mais moi, je me base sur la France parce que c'est de là qu'on a le plus d'informations. Mais Oui, en France, le public est retourné massivement au cinéma, c'est bien. avec les contraintes qui sont quand même assez embarrassantes parce que l'occupation ne peut pas excéder, je ne sais pas, la moitié ou les deux tiers de la salle. Porter un masque pendant toute une projection, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus agréable. Mais il y avait un vrai désir de retourner au cinéma. Il y avait quand même, disons, mais bon, les Français sont assez cinéphiles, il y avait vraiment un manque de cinéma. Oui. Et bon, si vous voulez, il y a aussi le fait que les gens sont retournés massivement. Ce qui peut aussi vous retenir, c'est que, bon, c'est l'été, les gens pensent souvent à autre chose que d'aller au cinéma. Et puis, les gros films, enfin, les films les plus attendus, pour l'instant, ne sont pas encore sortis. Hein. Effectivement, c'est vrai. Est-ce que vous avez assisté à des sauvetages de salles? Il y a ce dont je vous avais parlé, enfin, ce que je vous ai écrit à propos du cinéma Plaza. Je ne sais pas si vous avez regardé Oui, sur un... tout à fait. Le cinéma Plaza était le plus grand cinéma de Genève, le plus beau aussi. C'est un cinéma qui, je crois,
est une architecture des années 50. Il y a une quinzaine d'années, ce cinéma a fermé, il a été classé, il a été déclassé. Ensuite de ça, il a été question d'en faire un supermarché. Alors bon, il y a des comités qui sont regroupés pour la sauvegarde du cinéma. Il y a des gens qui ont combattu les décisions qui se sont opposées au fait que ce cinéma devienne un supermarché. Ça a duré des années et des années, hein, je crois une quinzaine d'années. Et la décision finale a été de détruire le cinéma pour, en définitive, en faire un supermarché. Tous les recours avaient été rejetés. Les associations qui s'étaient regroupées pour la sauvegarde de ce cinéma n'étaient parvenues à rien. Quand une fondation qui est entre autres propriétaire, il est vrai, de Rolex, qui s'appelle la fondation Wilsdorf, a racheté le cinéma et le bâtiment pour 100 millions de francs, c'est-à-dire un peu moins de 100 millions d'euros, mais un peu plus de 100 millions de dollars américains. Et ils ont décidé non seulement de sauver le cinéma, mais de le remodeler, de le refaire, enfin de le restaurer plus exactement tel qu'il était à son inauguration, c'est-à-dire à la fin des années 50. Alors, il est actuellement en travaux. Les travaux vont durer longtemps jusqu'en 2024. Et puis, ça deviendra la cité du cinéma parce qu'il y aura non seulement, si vous voulez, la salle de cinéma telle qu'elle était à l'origine, mais il y aura, comme ils ont racheté tout le bâtiment, des bureaux, des restaurants, plein de choses et tout, donc ils ont un énorme espace qu'ils peuvent gérer. Donc, il y aura à la fois, évidemment, le cinéma, mais il y aura un restaurant, une bibliothèque, une salle d'exposition, et j'aurai le plaisir de vivre cette inauguration avec mes photographies, puisqu'il y aura une grande exposition de mes photographies en 2024. C'est magnifique comme histoire, mais ce type d'histoire, ce type de sauvegarde c'est une demeure rare. C'est une histoire miraculeuse parce que, si vous voulez d'abord, bon, c'est une fondation qui a beaucoup d'argent, ça c'est vrai, parce que, vous savez, racheter tout de suite comme ça, sans hésiter, pour 100 millions de francs un cinéma, même s'il y a des bureaux et un bâtiment qui est attenant. Mais il est vrai aussi, je pense que les gens qui s'occupent de cette fondation avaient un réel intérêt pour le cinéma, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je veux dire, il y a plein de gens qui auraient les moyens de sauver, de préserver des cinémas, mais qui n'en ont rien à foutre parce qu'ils considèrent que le cinéma, c'est un truc comme un autre, hein, ça passe dans la vie. Hein. C'est un exemple unique. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça demeure rare, hein, quand même, ces histoires. Il y en a pas beaucoup. C'est pas rare, c'est rarissime, c'est exceptionnel, c'est quasiment unique. Hein. Je connais pas d'autres exemples. Hein. La semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec un gérant de salle de cinéma, un directeur, Rolf Louis. Donc, son cinéma s'appelle Rêve Cinéma et c'est une des seules salles de cinéma en Haïti, à Piétonville. Rolf, il travaille, mais vraiment avec son équipe, là, vraiment comme des déchaînés pour maintenir leur salle vivante. Et il y a vraiment des pays qui sont vraiment démunis complètement de salles. Il y avait des pays où il y a quasiment plus de salles de cinéma. Hein. En Afrique noire, il y a plusieurs pays où il y a plus de salles. Il n'y en a jamais eu beaucoup. Hein. Je crois qu'au Sénégal, je crois qu'il n'y a plus de salles du tout. Peut-être qu'ils en ont inauguré une récemment et tout, mais en tout cas, il y a 2 ou 3 ans, il n'y avait plus aucune salle de cinéma. Et puis vous avez des pays, alors là où c'est véritablement tragique, parce que là, il y avait beaucoup de salles de cinéma, comme le Maroc, l'Algérie. Et les salles, elles ont fermé les unes derrière les autres. Hein. Au Maroc, vous aviez des centaines et des centaines de salles. Aujourd'hui, il y en a plus qu'une vingtaine qui soient en activité. En Algérie, je crois que j'avais lu la dernière fois, je crois qu'il en restait une dizaine en activité. C'est pas beaucoup. Ben, heureusement, des fois qu'il y a ces regroupements de gens qui interviennent et parfois, donc, on assiste à des miracles et à des salles finalement qui ont cette chance de renaître. En terminant, Simon, quel regard est-ce que vous portez sur les nouvelles salles donc qu'on construit actuellement au niveau de l'architecture, j'imagine, à part ce que vous nous racontiez tout à l'heure sur la France, hein, j'imagine qu'on n'a plus ce souci du détail comme à l'époque. Souvent, on a construit des salles qui sont invisibles parce qu'elles sont
parce que parfois elles sont dans des centres commerciaux, parfois on les distingue à peine. Généralement, c'est une architecture extrêmement banale, voire une laideur absolue, mais il n'y a pas que les cinémas qui soient laids aujourd'hui, parce que quand on construit, souvent, malheureusement, c'est pas très très beau. Voilà, donc je dirais que dans l'ordre de la laideur, ça s'harmonise avec son environnement. Bon, ça c'est un autre facteur. L'intérieur des salles, malheureusement, c'est fini. Je veux dire, l'ornementation, les halls somptueux, tout ça, c'est une chose qui n'existe plus. Les salles de cinéma sont fonctionnelles. Du reste, les gens aujourd'hui, attention si vous voulez au décorum. Ce qu'ils veulent, c'est être bien assis. Donc, c'est vrai que les salles aujourd'hui sont plus confortables qu'elles ne l'étaient à l'origine. À l'origine, les salles étaient formidablement belles, mais bon, quand vous asseyez, c'était souvent, vous n'aviez pas de place pour les jambes, vous étiez serré parce qu'il fallait rentabiliser au maximum et on pouvait faire des salles de 2000 places parce qu'on savait qu'il y aurait 2000 personnes qui viendraient au cinéma. Aujourd'hui, vous avez des salles de plus en plus confortables. On a l'impression, si vous voulez, d'être dans business class en avion. On est quasiment couché. Vous avez possibilité de commander à boire, à manger. On essaie, si vous voulez, d'associer, si vous voulez, le cinéma à quelque chose de luxueux. Et puis, vous avez aussi le fait que aujourd'hui, il faut une qualité de projection absolument parfaite, que le son, la qualité de l'image, tout doit être parfait et tout. C'est à ce prix-là qu'on fait venir ou revenir ou maintenir la fréquentation. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez aux salles pour le futur? Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Que vous dire c'est difficile de répondre à cette question. On peut idéaliser des désirs. Hein. Moi, je pense que l'exemple du Plaza, de maintenir une salle de 650 places, qui va à contrario de tout ce qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, évidemment, les salles sont petites. Hein. J'étais à Paris il y a une dizaine de jours et je me suis retrouvé dans une salle de 16 places. Je peux vous dire que c'est angoissant. Hein. Ah oui, 7, dis donc. Moi, j'imagine assez bien le cinéma redevenir, enfin, ce serait mon souhait, et c'est peut-être un vœu qui peut se réaliser, que les salles redeviennent belles, grandes, et que le cinéma redevienne, si vous voulez, un véritable spectacle, qui soit quelque chose d'exceptionnel et pas quelque chose de banal et pas comme, je veux dire, comme aujourd'hui, si vous voulez, où vous avez des multiplex avec 18 salles, donc voilà, où vous déambulez dans des couloirs, vous entrez dans des salles anonymes et tout. Oui, il faudrait retrouver dans la salle de cinéma le faste de l'opéra. Mais ça, évidemment, c'est un rêve un peu passéiste. Mais bon, on a le droit de rêver, heureusement. Oui, heureusement, comme vous dites. Merci beaucoup pour votre travail de mémoire et félicitations également à votre épouse, donc, qui travaille avec vous. C'est vraiment un travail très important que vous faites et j'invite vraiment chaque, je dirais, vrai cinéphile là, à se procurer vos livres parce qu'ils sont vraiment magnifiques et importants. Et pour moi, quand on aime le cinéma, on aime aussi beaucoup les salles, donc on les soutient. Oui, je vous remercie beaucoup. Je voulais juste ajouter une chose parce que quand vous dites, c'est assez, parce que je me suis posé la même question. Parce que vous dites, quand on aime le cinéma, on aime les salles de cinéma. Or, il y a une chose qui est quand même assez troublante, c'est le rôle, si vous voulez, qu'ont joué, si vous voulez, les conservateurs de cinémathèque qui souvent, si vous voulez, sont battus pour conserver des copies, enfin qu'on menait un combat de tous les instants pour accumuler, préserver le patrimoine cinématographique. Et paradoxalement, ne se sont jamais préoccupés des salles de cinéma. Et quand vous parlez avec un conservateur de cinémathèque, vous lui dites, mais vous n'avez jamais eu l'idée à l'époque de photographier les salles de cinéma parce que vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il existe peu de documents sur les anciennes salles de cinéma. Effectivement, c'est vrai. On n'a pas beaucoup de références et c'est pour ça que je souligne vraiment l'importance de votre travail, là. Non, parce que quand on lit les revues de cinéma, quand on parle avec, je veux dire, des critiques, des conservateurs et tout, vous vous rendez compte que il n'y avait quasiment jamais rien qui était écrit sur les salles de cinéma. Vous prenez les cahiers du cinéma qui étaient la bible de tous les cinéphiles. Essayez de trouver ne serait-ce qu'un numéro spécial sur les salles de cinéma. Il n'y en a aucun, je peux vous le garantir. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'est C'est vrai. très étrange, hein, c'est désarmant, hein, c'est assez troublant. Oui, mais c'est vrai, je suis d'accord avec le point là, que vous venez de préciser. Il faudra aussi venir au Québec nous saluer et je vous présenterai un homme fantastique qui s'appelle Pierre Pajot et qui a documenté beaucoup sur les salles de cinéma au Québec. Mais écoutez, c'était un plaisir et surtout, je vous souhaite bonne chance pour votre projet. Ce projet, il est important et un peu comme ce que vous faites, on considère avec René Beaulieu que c'est aussi un travail de mémoire. Donc, il faut pas jamais baisser les bras et aller au bout de ses ambitions. C'est important. Alors, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.